Cette semaine, à Montre-moi tes Laurentides, la thématique Histoire vivante avec Agathe, Léo et Maïva. Bonne écoute. On tombe dans la thématique, selon moi, je pense que ça serait ma préférée, je suis le réalisateur, Histoire vivante. Vous avez trouvé vos sujets comment et où? On va commencer avec toi. Quelle MRC tu représentes? Je représente Antoine Labelle. Antoine Labelle, tu as trouvé ça comment? Loin. Oui, c'est comme ça que j'ai trouvé. Puis comment tu es tombé sur ton sujet? En fait, tout d'abord, je me suis promenée dans la MRC Antoine Labelle. Puis j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de noms, en fait, qui provenaient en fait de langue autochtone. Mm-hmm. Puis, premier instinct que j'ai eu, en fait, c'est contacter Tourisme autochtone. J'avais envie de mettre de l'avant cet aspect-là. Ouais. Ça a tombé à l'eau rapidement. OK. Puis finalement, en continuant à chercher, je suis tombée sur le parc régional Kiamika, qui lui aussi porte un nom autochtone, là, évidemment. Puis en faisant mes recherches, eux, ils ont des forêts centenaires d'arbres. OK. Donc, c'est des arbres qui n'ont pas eu de coupe depuis des années. Okay. Puis ça m'a tout de suite interpellée, puis c'est par là que je me suis dirigée. Que t'es allé. Exact. Léo, quelle MRC tu MRC des Laurentides. OK. Puis moi, j'ai trouvé ça en faisant beaucoup de recherches parce que je suis un peu geek des archives. Ouais. Donc, je suis allé chercher dans les anciens journaux, voir des chroniques qui s'étaient passées dans les Laurentides. Puis je suis tombé sur une chronique super enlevante. De quoi tu nous parles? Dans le fond, c'est sur l'impact que les néo-ruraux ont sur la richesse et le cachet des vieilles maisons des Laurentides. Ouais. Donc, en fait, l'impact que les néo-ruraux ont en installant des nouveaux, plein de nouvelles maisons qui ne fitent pas trop dans le décor. Puis j'imagine que dans ton titre, il y a riche. Exactement. On va y revenir. Yes. Agathe, quelle MRC tu... Rivière-du-Nord. Rivière-du-Nord. Mm-hmm. Puis de quoi tu nous parles et comment tu as trouvé ça? J'ai trouvé ça facile parce que j'habite à la Rivière-du-Nord. Voilà. Puis, de quoi je parle, c'est vraiment très, très vague. Là, mettons, je parle de l'histoire. Écoute, je ne saurais pas plus comment dire ça. Ben ouais. Parce que c'est vraiment, je montre l'histoire. Mais c'est riche là, en histoire, la Rivière-du-Nord. Mm-hmm. Tu sais, si on parle de tout curé Antoine Labelle qui est descendu par là. Puis, vraiment, vraiment. OK. Commençons par toi, Maïva. Tu es allée sur des forêts centenaires. Exact. Comment tu as trouvé ça, tourner là-dedans? C'est quand même riche en histoire puis en patrimoine. Là. Je t'avoue que l'expérience de se rendre là-bas, c'était plus ça l'aventure. Nous, ça a donné que je suis partie avec mon chum faire du camping, parce que tu vas pas dans ce coin-là pour 2 heures. Ouais, c'est ça. Puis on est allé durant la tempête tropicale Déby. Oh. Donc déjà là, c'était rock'n'roll se rendre. Oh my God, OK. Mais une fois là-bas, toute une expérience. On est allé faire de la randonnée la veille et tout. Puis on rencontre un guide au parc régional Kiamika. Puis je me dis, mon Dieu, ça aurait-tu été que ce soit lui qu'on rencontre demain? Puis là, on arrive sur place le lendemain pour le tournage. Puis évidemment, c'est lui, mon personnage principal. Ben oui, moi, je ne savais pas. C'est lui qui avait été assigné au projet. OK. Puis donc, on était super chanceux avec notre guide Sébastien puis Laurence, qui est la directrice marketing par là-bas. On a fait un voyage en bateau, nous, au parc régional. Wow! On s'est promené, on a visité la forêt centenaire, justement. Puis par la suite, on est allé visiter le réservoir, qui est aussi un gros morceau historique de la place. Ouais. Puis ça a vraiment donné que ça allait être seulement sur les arbres. Puis finalement, Sébastien et mon chum sont devenus BFF immédiatement, pour des raisons qui me sont inconnues, mais évidemment. Puis ils se sont mis à parler justement que eux, les deux, leurs grands-parents, leurs arrière-grands-parents, ils viennent de familles de draveurs. OK. Puis là, il parlait justement à Sébastien que sa famille était draveur sur ce réservoir-là. OK. Puis j'ai fait « Wow, minute, Sébastien! Tu vas me redire ça, mais on tape. » Ouais. Puis ça a pris une toute autre tournure. On a fini par parler des 2 sujets. Puis Sébastien a été tellement gentil, il nous a donné des photos. Je pense que c'est une des premières photos qu'il y avait dans la région, là, comme 100 ans. C'est une photo de sa famille. OK. Puis on voit son arrière-grand-père tenir son grand-père. Très charmant. Puis je pense qu'il y a un aspect finalement très humain à ce documentaire-là qui devait être seulement sur les arbres. Ben oui, puis tu sais, admettons, surtout dans cette région-là, les draveurs, c'est comme pas mal important. C'est ça qui a fait construire la ville. Exactement, tu sais, c'est un facteur. Mais allons voir ça, rappelle-moi le titre. Racine. Racine, allons voir ça.
OK, fait que moi, je propose qu'on aille à l'île. Puis après, si on a le temps, on Fait arrête. qu'on va à l'île de la Perdrix Blanche en premier. Ouais, exact. Puis après ça, au besoin, on redescendra vers le barrage Vers le rapidement. barrage. OK. Ah, Ça va être le fun avec le Stanley en plus. Avec notre beau patrouille en plus, ça va aller bien. Là, ici, on va tout le temps un peu moins vite pour pas déranger les résidents. Mais qu'on aille vite, tu vas voir comment on va aller vite. Je vais dire accroche-toi. Faire le tour, il y en a qui le font, là. C'est faire le tour des 2 îles de 8 à 9 heures, de trajet en canot. Une journée tranquille, qu'il n'y a pas de vent, là. Donc, la grosse montagne que vous voyez, c'est l'île qui est juste ici. C'est là qu'on s'en va. Fait qu'ici, on est comme entre les 2 îles. Vous ferez attention quand vous allez sortir, là, pour pas tomber. Ça va juste être une petite question d'équilibre en décollant. Donc ici, on tombe dans un secteur qui n'a jamais été coupé depuis au-dessus d'une centaine d'années. Toute la grande île de la Perdrix Blanche est protégée pour le territoire par rapport à ça. D'où vient le nom Kiamika? Dans le temps qu'il y avait les 4 lacs, justement, Ouais. dans le secteur de la baie des 4000, c'était justement un lac qui était fait comme ça, avec 2 capes de roches très, très escarpées. Donc, le nom est venu directement de ça. Rocher escarpé en langue des Premières Nations. En ce moment, on est au sentier de l'île de la Perdrix Blanche. Donc, on peut retrouver des arbres là, très gros, comme qu'on voit ici. Au-dessus de 100 ans. Oui, Vraiment exactement. magnifique. Si on se met à 2, là, je pense pas qu'on va faire le tour. Comme assez grand, merci. Puis on en a plusieurs là, Ouais. sur l'île de la Perdrix Blanche. Il n'y a pas beaucoup de territoire protégé. Donc, des arbres qui ont au-dessus de 100 ans, on en retrouve beaucoup ici, mais ailleurs au Québec, c'est rare qu'on en va en avoir un tout près, qui sont alentours. Donc, c'est vraiment magnifique. On peut apprendre qu'il faut le protéger. Donc, nous, c'est vraiment ça ici au parc qu'on fait. Donc, tout le parc est créé dans le but de protéger l'environnement, de façon à avoir une plus petite empreinte environnementale. Donc, tout est pensé pour l'environnement au parc. Puis ça permet de maintenir la pérennité du territoire pendant des centaines et des centaines d'années. Ça, on garde ça de même. En ce moment, on est sur le barrage Kiamika, qui a été créé en quelle année? C'est début des années 60. Exact. Il a été fait pour la drave. C'est grâce au barrage qu'on a un beau parc comme ça, qui crée toutes nos belles îles et îlots sur le parc, puis qu'on peut voir aussi nos belles rives de sable. Dans les premières années, justement, tout ce qui était coupe de bois partait par les eaux directement dans le temps des constructions, comme la ville de Mont-Laurier, ainsi de suite. Donc, ça a été vraiment l'utilisation des rivières qui a fait beaucoup le développement des secteurs ici. Mes oncles faisaient partie des foreman qui étaient ici pendant mes grands-oncles, quand ils ont fait la construction. Beaucoup de ma famille ont fait le développement dans ce secteur-ci. J'ai de mes oncles, j'en ai même un qui est décédé justement en faisant de la drave. C'est triste à dire, mais c'est en plein ça. J'avais beaucoup de familles qui étaient dans la foresterie, puis beaucoup dans les champs aussi, dans le secteur. Donc, on a un cadre justement chez mon père. Là. Mon grand-père qui est dans les bras de mon arrière-grand-père qui a un an. C'est une photo qui date d'au-dessus de 100 ans. Donc, c'était dans les premières photos qui se prenaient là, dans le temps. Ah ouais, ça fait vraiment historique. C'est des histoires de famille qui grandissent ici aussi, là, directement.
Nouvelle thématique, histoire vivante. On retombe dans les 11 candidats-candidates et leur court-métrage. Attaquons tout de suite avec Maïva, son court-métrage. Hugues, tes impressions, tes commentaires? Bien, c'est clair que ça m'a intrigué, ce lieu-là que je ne connaissais pas, qui est le lac... Réservoir Kamiaka. Kamiaka, c'est ça. J'ai trouvé ça intéressant de savoir qu'il y a des arbres centenaires. Il y a plein d'informations qui m'ont surpris, qui m'ont donné le goût de voir ce film-là. Le guide, j'ai aimé le guide. Plus le film avançait, plus j'aimais le guide. Je trouvais qu'il y avait une belle simplicité, qu'il y avait une belle joie de vivre, puis que c'était contagieux. Par contre, j'ai trouvé qu'on commençait à réellement s'intéresser au film quand le film nous a lâchés. OK. C'est là que j'aurais commencé mon film. On avait une belle mise en bouche. Puis là, c'était le moment de nous présenter genre le vif du sujet. J'ai trouvé qu'on avait comme une longue intro vers comme là, on nous avait communiqué la passion, la nature, le lieu. Là, maintenant, raconte-nous une histoire. C'est ça. Peux-tu rajouter à ça? Ben oui, vas-y. Moi, je me suis comme pas rendue à la fin pour m'attacher. Tu sais, parce que tu dis que c'est assez lent. Je suis d'accord. J'avais l'impression d'une visite guidée qui était tournée live. Je sais que c'est un peu plate à dire, mais je ne sentais pas de vision. Je ne savais pas où est-ce que le gars, il nous amenait. Puis, j'étais un peu irritée. Fait que je me suis jamais rendue au moment où tu dis, là, c'est intéressant. On dirait que j'avais comme un peu décroché. Ça se peut. C'est sûr qu'il y avait une lenteur. Oui. Bien, pas juste une lenteur, comme c'est comme si on filmait en direct ce qui se passait chronologiquement. On le suivait. C'était la visite guidée. Puis je sentais pas, tu sais, Maïva derrière ça. Je savais pas ce qu'elle voulait. Je comprends. C'est vrai. Marie-Josée, toi? Bien, moi qui connais quand même bien le parc régional de Kiamika, j'aurais souhaité avoir une meilleure historique. On parle d'une histoire vivante, donc ramène-moi non seulement au fait que les arbres, on s'entend, ce qui est une très bonne information de savoir qu'il y a une île quelque part où il y a des arbres qui sont immenses. Au niveau de la cinématographie, ça peut être intéressant pour des films. Mais j'ai appris ça, donc je suis heureuse de ça. Donc, tout le côté historique, c'est l'histoire vivante qu'on disait. Donc, connaître l'histoire, la provenance. Quelle est l'initiative derrière ce parc-là? C'est un parc que j'ai côtoyé il y a plusieurs années, puis aujourd'hui, bien, il est structuré. La municipalité, la MRC en ont pris charge. Je pense que ça aurait été bien que ce soit à tout le moins annoncé en prémisse parce que c'est une initiative qui est régionale. Je me suis attardée plus à regarder parce que j'étais vraiment interpellée par les images qui me ramenaient au moment où j'y allais comme campeur. Donc, j'ai de la misère à amener mon évaluation. Je suis un petit peu curieux de nature, c'est ça. C'est la thématique de ce parc-là. On a rencontré des gens curieux, mais qui n'allaient peut-être pas suffisamment présenter ce qui est ce parc-là. L'histoire, je pense qu'elle était importante, surtout d'un parc qui est peu connu, avec des arbres centenaires, qui est quand même dans la MRC d'Antoine Labelle, qui doit être quand même une richesse, surtout s'il y a un organisme qui s'en occupe, qui a été capable de restaurer le parc. Je pense qu'il y avait peut-être du jeu à aller chercher là. Mais moi, c'est sûr que par rapport à la mission de tous ces courts-métrages-là, j'en apprends. Parce que je ne suis pas d'ici. Je suis de l'autre bord de l'île, la Montérégie. Puis, honnêtement, il y a plein de places comme ça où est-ce que j'ai envie d'y aller maintenant. Oui, mais c'est vrai. La mission je découvre vraiment. Bon, mais tant mieux. Si on peut inviter quelqu'un à traverser 2 ponts et venir... Le lieu, comme justement avec les arbres centenaires, c'est un moment où est-ce qu'on aurait pu faire un plan contemplatif avec un silence meublé, justement, un silence, mais un room tone de luxe. On entend l'île un peu. Il y avait un aspect poétique à cet endroit-là qu'on a manqué. On avait la chance de le faire, exactement. Mais merci à vous trois. Léo, fais-moi plaisir et puis donne-moi le titre avec les mots riches. Riche, le silence de la nature. OK. Parle-moi de ça, là, un impact des néo-ruraux sur... Oui, exact. Ben, en fait, c'est un peu un documentaire un peu expérimental avec une narration que j'ai enregistrée en studio. Que tu fais toi-même? En fait, moi, je fais la deuxième partie de la narration. Puis la première partie, c'est moi qui l'a fait. C'est la chronique du journal qui est sorti en 1901. Puis c'est quelqu'un qui habitait dans les Laurentides, puis qui expliquait que comme quoi les gens de Montréal, les gens de la grande ville avaient peur du bas des Laurentides.
ça les effrayait. Puis maintenant, aujourd'hui, en fait, ils viennent s'approprier le territoire, puis ils construisent tout ce qu'ils veulent pour enfin essayer de se retrouver un peu comme dans la ville, alors qu'ils sont dans la nature. On a de la misère des fois à respecter les traditions d'urbanisme qui ont été bâties. Tu sais, je pense que il y a beaucoup de... Même à Montréal, il y a un peu ça aussi. Tu sais, comme Montréal, c'est une vieille ville qui est ouvrière, puis tout. Puis là, on bâtit des gratte-ciels super... il y a ça partout. Tu sais, exact, il y a la gentrification partout, puis ça va juste de plus en plus en expansion, puis ça va aller jusque loin, loin, loin. Puis tu disais que tu étais un geek d'archives. Quand tu es tombé sur ce texte-là, tu as dû capoter. Ouais. En plus, c'est comme, tu sais, c'est un ancien français là, que j'aime beaucoup. C'est sûr qu'on c'était pas si grave que ça, parce que sinon, j'aurais peut-être un peu adapté. Mais quand même, tu sais, la langue française, c'est super beau. C'est la plus belle langue au monde. Puis de l'avoir comme ça dans un écrit... qui date de 1901, là, c'était vraiment chouette. T'as de l'air, mettons, à t'écouter parler, t'as de l'air, c'est ça, proche de la langue française, proche des territoires du Québec. Il n'y avait pas plus bullseye que ça, là, je pense. Exact. Ben, je pense que ça vient de mon grand-père qui était prof d'histoire. OK. Puis j'ai toujours aimé ça. Lui, il vient justement du bas du fleuve avec sa vieille maison qui avait beaucoup de cachets. Puis je trouve ça triste des fois qu'il y a des grosses maisons modernes qui viennent s'installer à côté de ça. Fait que tu nous rappelles-moi le titre? C'est Riche, le silence de la nature. Fait que tu nous en parles là-dedans, on va aller voir ça. Yes, on y va. That's it. Mercredi 15 juillet 1901. J'ai passé hier quelques moments assez pénibles, employés à consoler et à remonter un jeune homme déçu. Il y a une semaine environ, il était parti d'assez loin pour aller dans les paroisses d'en bas à la conquête d'une jolie brunette. Ça vaut bien la peine qu'on se dérange. Après un ajournement de 8 jours, il y était retourné et revenait bredouille. Le père de la jolie brune lui avait signifié qu'il ne donnerait jamais sa fille à un garçon du Nord. Évidemment, il ne manque pas de gens qui sont encore sous l'impression que dans le Nord, l'on vit de chasse et de pêche, étant sans cesse à l'affût et pour se nourrir et pour se protéger, et que le monde habitable finit avec leurs paroisses. Les paroisses d'en haut les effraient. Ces gens en sont encore à une sorte de légende remplie d'ignorance naïve sur les montagnes du Nord. Si je rencontrais un de ces timides citoyens que le Nord épouvante, j'aimerais beaucoup à le mener dans nos cantons. J'aimerais lui faire voir nos vallées pleines de luxuriantes moissons et nos gras troupeaux de vaches laitières qui pèsent sur nos monts. J'aimerais lui montrer ses coquettes maisons blanchies, s'abritant dans les bosquets comme des nids d'alouettes dans les blés, et où tout indique l'aisance et le confort, sinon la richesse. Certain qu'après cette tournée, mon digne citoyen sortirait un peu de ses idées noires. Pour moi, la rivière du Nord, dont les eaux limpides coulent entre deux rives bordées d'aunes et de sapins, les montagnes étagées les unes sur les autres, la colline et le ruisseau où jeune, je prenais mes ébats avec les enfants de mon âge, font partie de moi-même. Et je ne voudrais jamais décrocher de mon cœur de cette nature animée et charmante et qui sourit comme une mère à son enfant. Non, je n'ai pas peur du Nord, moi, je l'aime. Mais il y a plus encore. Ces maisonnettes, souvent d'apparence pauvre, sont les plus riches de la province. Elles abritent avec la joie et le bonheur des essaims d'enfants en santé. Génération intelligente et vigoureuse, elles ne craindront pas plus la hache du défricheur que la faux du moissonneur. Quand nos grandes villes et nos vieilles paroisses trop habitées seront devenues inhabitables, lorsqu'on aura compris que la terre nourricière apporte plus que le capital, forcément, l'on se dirigera ici, vers le nord. Vers le nord. Mercredi, 15 juillet, vers le nord. Vers 1901.
123 ans plus tard, ces maisonnettes souvent d'apparence pauvre sont mises à terre pour en construire des tours à condos ou rénovées en chalets modernes. Maintenant que leurs paroisses trop habitées sont devenues inhabitables, ils viennent s'installer dans ce qui l'autrefois répugnait. Un peuple y est installé depuis toujours. Un magasin général, un garagiste, un boucher, une église et un terrain de balle qui sert de patinoire l'hiver. Le silence riche de la forêt et l'odeur de l'épinette sont maintenant difficiles à repérer. La rue principale n'est plus le lieu où l'on parle avec Lucie la coiffeuse ou bien Gilles derrière sa friteuse. La rue principale est maintenant achetée par les plus grands commerçants venus de loin. Les néo-ruraux viennent déposer sur les terres vierges du Nord une ville moderne et aisée qui ne se font point dans le décor. Les locaux se font imposer l'arrivée d'étrangers qui, sans demander, changent le visage du Nord qu'on connaissait. Aujourd'hui, le père de la jeune brune donnerait volontairement sa fille à un garçon du Nord. Signe de richesse et d'importance financière, il accueillerait ce garçon à bras ouverts. Il amènerait tout ce qu'il aime de la ville avec lui, pour finalement oublier tout ce qui l'entoure, oublier qu'il est ici, dans le Nord. Mercredi, Dans 15 le Nord. juillet, Dans le Nord. 1901. 1901. Dans le Nord. Dans le Nord. Dans le Nord. Dans le Nord. Toujours dans la thématique histoire vivante à Monte-moi tes Laurentides. Là, c'est Léo, le court-métrage de Léo. Marie-Josée. Une belle histoire, Ouais. bien vivante, Riche. bien imagée, bien pensée, bien développée. Partie 1 qui s'inspire d'un extrait du journal Le Nord de Oui, quelle année, je l'ai pas 1901, 1901. Avec un récit bien rendu. Je pense que c'est le père de Léo qui parle. En Oui. tout cas, j'ai vu au La générique narration que était c'était exact. le même nom de famille. Une deuxième partie qui est écrite par Léo. Ça, c'est bien apprécié de voir comment il a fait la nuance entre ces deux époques. Au niveau des images, ça suivait très bien le propos. Moi, j'ai trouvé ce petit court-métrage très poétique. J'ai été séduite. Il y a une signature, Léo, qui laisse partout tout ce qui touche à Moi, lui. j'ai trouvé que c'était un vidéo d'art à la base, puis un vidéo d'art qui se tient puis qui se défend, avec un travail sonore impeccable. C'est sûr qu'au niveau du son, il est pas dans la même ligue que les autres. Là. C'est évident que... C'est bon. Oui. OK, excuse-moi. Il était dans le studio là, qui nous racontait Oui, là-dessus. ben c'est avec, ça. Il y a un côté dans Nadia ce film-là Sonore, qui a clairement, il y a accès à d'autres choses. à des ressources. Fait que c'est ça, il y a accès à des choses que les autres n'ont pas accès. Il faut que ça paraît. C'est beau, puis c'est Ils intelligent. les utilisent, tant mieux. Oui, c'est ça. Puis ils les utilisent bien, surtout. C'est ça. Il ne fait pas juste les utiliser. Fait que, puis à la fin, ce que j'ai aimé, c'est que c'est des images saisissantes qui sont tellement laides qu'elles deviennent belles. OK. Surtout le collage de tout ça ensemble, là, des bouts de bois avec des drapeaux de construction, puis des angles un peu. Non, ça fonctionne super bien. Là, petit bémol, au début, une mini-répétition qu'on ressent peut-être un petit peu trop. Sinon, c'est un excellent film. Mais les images qu'il a mis à l'écran, parce que vous savez combien j'aime reconnaître les lieux, on a vu l'hôtel Saint-Faustin, qui est un vestige aujourd'hui. On a vu les vieux garages d'Arendelle. On a vu le pont de Brébeuf. On a vu le lac Manitou. Des vieilles églises historiques. C'était bien monté, c'était bien fait. On a vu ce qu'il racontait en images, parce qu'il est allé les chercher. Puis il y avait un peu d'archives aussi. En tout cas, c'est bien. Ça intéressant. C'est assez complet. C'est ça, dans une thématique, en fait, dans une émission comme Monte-moi tes Laurentides, où c'est un peu la découvrabilité, Ça marche. qui expose autant de lieux, il y a de quoi d'intéressant, Sophie? Bien, je peux juste endosser ce qu'ils viennent de dire. Là. C'est vraiment... c'est un film d'art. C'est un poème visuel, mais en même temps, je me disais, je pourrais regarder ce court-métrage-là
et je pourrais juste l'écouter. Il y a comme deux choses qui se passent, puis il les met en surimpression, en superposition, et ça fonctionne. Puis, alors, tu sais, sur cette thématique-là de l'histoire, d'aller chercher un texte, de le faire lire, en plus de ça, je ne savais pas que c'était son père, c'est encore plus touchant si c'est le cas, que lui arrive avec sa propre opinion, ça me faisait un peu penser à la toune des colocs, la rue principale. Chapeau. Pour moi, c'est une vision singulière à laquelle j'adhère. Je regarde ça, puis j'ai fait un petit voyage de 5 minutes. T'sais. Voilà. Bravo, Léo. Merci. Agathe, tu représentais ta MRC dans ton... tu nous as parlé de l'histoire de la Rivière-du-Nord, en fait. Ben oui, c'est ça, parce que moi, je suis de Prévost, fait que je suis en plein comme là-dedans. Tu es en plein cœur, de la Rivière-du-Nord. C'était limite facile, je dirais. OK. Parce que, ben, tu sais, moi, j'ai toujours habité à Prévost, j'ai jamais déménagé de ma vie. Là. OK. Fait que je connaissais déjà un petit peu l'histoire. Ça a été facile d'aller voir des places, ben surtout à Prévost, principalement. Ouais. Mais mettons, Saint-Hippolyte, je suis allée sur Spotted Saint-Hippolyte sur Facebook. Ah ouais, that's it. Puis j'ai demandé les places. Puis il y a quelque chose qui est revenu beaucoup, c'était une petite chapelle anglophone. OK. Je suis allée là, puis comme c'est tombé, quand je suis allée là, il y avait le propriétaire qui était là. Wow. Fait que je l'ai pas pris en entrevue, mais comme j'ai vraiment pu comme filmer la place, il m'a ouvert la petite chapelle. C'était vraiment très enrichissant. Puis mon but, au départ, c'était vraiment de montrer comme, tu sais, les vieux bâtiments, puis les histoires par-ci, par-là de la MRC des Rivières-du-Nord. Puis, plus j'y repense, puis plus je me rends compte qu'en fait, la religion, c'est vraiment quelque chose de redondant, puis qui revient à travers notre histoire, puis ça en fait vraiment partie, là. Comme, puis on le voit beaucoup, là. À Prévost, j'ai une petite église à Shawbridge. Après ça, à Saint-Hippolyte, la petite chapelle, à Saint-Jérôme, l'église. En tout cas, c'était vraiment... Mais tu sais, ça fait vraiment partie, surtout dans ce coin-là, là, admettons qu'ils sont partis, tu sais, comme Cure-Antoine Labelle, qu'on disait tantôt, là, qui a descendu la fameuse 117, là, tu sais, dans un exercice de pèlerinage, tu sais, admettons, il n'y a pas plus... Il n'y a pas plus bullseye que ça. Là, exact. Là, puis je trouve que la dualité entre une chapelle anglophone, sûrement protestante, versus les églises catholiques que tu es allé voir, c'est vrai que il y a eu de la colonisation, il y a eu des Anglais, des Français sur les territoires des Laurentides. C'est important de faire lever le voile là-dessus. Là. Ça va être intéressant pourtant de tomber sur la chapelle anglophone aussi. Oui, bien vraiment. Mais tu sais, le pire, c'est que je ne suis pas quelqu'un de croyante, mais... Tu sais, ça m'a vraiment fait tracer qu'au fond, on est peut-être un peu toutes croyantes, tu sais, vu qu'on a grandi là-dedans, là, tout le temps. Bon, on vient d'une culture, du moins, tu sais, comme ça, chrétienne. Culture croyante, là. Fait que c'était vraiment très enrichissant. J'ai aimé ça. Ouais, t'as aimé ça? Ouais. Mais c'est tellement intéressant, tu sais, il y a une histoire qui est riche, là, dans les Laurentides, là. Faut pas oublier que c'était un bon berceau de notre culture canadienne-québécoise. Fait que, rappelle-moi le titre. C'est Histoire du Nord. Histoire du Nord. Mais allons découvrir l'Histoire du Nord avec Agathe.
Je vais te montrer la porte blindée, je te parlais. Fait qu'on voit que c'est assez... je sais pas c'était quoi qui était là, mais... Là, tu vois comme il y a des gonds comme assez solides en dessous. Toujours avec le thème Histoire vivante, on va aller voir ce que Agathe a fait. Commençons par toi, Sophie, tes commentaires, tes impressions. Bien, premièrement, un commentaire plus large. Oui. Je rappelle combien c'est difficile de faire des courts-métrages, des productions audiovisuelles. C'est vrai, partir avec sa caméra, ça prend un culot, il faut trouver un sujet, il faut le cerner, il faut rentrer en salle de montage. C'est un défi. Dans ce cas-ci, à Agathe, c'est un peu gênant parce qu'on passe tout de suite après Léo. Agathe nous propose quelque chose d'assez audacieux où il n'y a pas de voir-champ. Et donc, ce que ça donne, c'est que le regard n'est pas dirigé et malheureusement, ça reste comme ça un peu tout le long. Okay. C'est comme une série de cartes postales qu'on présente. Puis, dans n'importe quel document, moi, je dis pourquoi ton spectateur regarderait 1 minute de plus. Et moi, je suis jurée, je suis obligée de la regarder jusqu'au bout. Mais on est tellement interpellés sur plein de plateformes. Pourquoi je suis... Puis, il y a une sorte de lassitude dans ce qu'elle nous présente. Mais il y avait quelque chose d'audacieux en disant je vais faire quelque chose sans voice-over, tu sais. Mais je ne suis pas sûre que c'est réussi. OK. Marie-Josée? C'est un festival d'images qui ne sont pas conséquentes l'une après les autres, même si on devine qu'elle a fait le tour des 5 municipalités de la MRC des Rivières-du-Nord. On les a vues, on les a devinées. On a vu des affiches, des panneaux, des pamphlets, des brochures promotionnelles. On a vu des drapeaux qui flottaient, on a vu des fils électriques. On a vu plein de choses. Puis là, je me disais, mais amène où? Quand est-ce qu'on va s'arrêter quelque part? Donc, j'ai appelé malheureusement ça comme un festival des images parce qu'il y avait pas rien d'autre à recevoir. Il n'y avait pas de trame narrative. La musique, plus ou moins constante. Donc, malheureusement, ça n'a pas rempli, à mon avis, le mandat. Eric, du même avis? Oui, puis en plus, le son. Le son, il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas d'intervenant. Puis dans le fond, ton son, c'est juste ça qu'on entend, là. Puis il fait... Il monte, il y a quelque chose de dérangeant au niveau sonore. C'est ça, c'est un montage d'images, c'est juste ça que... C'est un peu comme, je vois ça comme une première structure qu'on couche sur le timeline de montage. Puis après ça, il faut passer, peaufiner, qu'est-ce que je veux dire. J'avais l'impression d'un rough cut, pas trop réfléchi. Ça aurait pu être un genre de repérage à la limite de base, puis là, sur quoi on s'attaque, tu sais, qu'est-ce qu'on attaque dans...
dans ça. Fait que, bon, ben, ça fait le tour, je pense. Désolée, Agathe. Merci. Maëva, Léo, Agathe, est-ce que c'était votre thématique favorite? Je pense que c'était ma thématique favorite, mais je m'attendais pas nécessairement à ça. Non? Je pense que ça a été favorite par non seulement l'aventure qu'on a vécue pour le tournage. Le facteur est incroyable. Là, exact. C'est qui se vend d'avoir fait une balade en bateau avec son guide privé, de un. Mais je pense aussi que ça a beaucoup rejoint la thématique d'histoire vivante, de non seulement être témoin de l'histoire devant nos yeux, mais de voir les descendants de ces draveurs-là, qui nous envoient une photo d'archives, puis que finalement, tout le monde parle de leur histoire avec la drave. Moi, j'en ai pas. Moi non plus. Mais c'était bien intéressant d'en être témoin. Là. Des fois, il faut faire la lumière sur des affaires qu'on connaît peu. Tu sais, la drave, on a tous déjà entendu parler des draveurs, mais qui pourrait le dire, peut-être à part toi aujourd'hui, c'est quoi l'histoire des draveurs? Fait que c'est intéressant. Toi, Léo, admettons de tomber sur cette richesse-là qui, clairement... ça me touchait vraiment beaucoup. Là. Fait que c'était vraiment facile de faire ça. Puis je suis super fier de ce que ça donne parce que on a vraiment travaillé fort dans le studio. Conception sonore est malade. C'est vraiment, vraiment meilleur que ce que je pensais. Puis ça nous met vraiment dans l'ambiance. Vous travaillez seul, tout le monde? Ou en fait, pour la conception sonore, non. Tu étais dans le studio? J'étais dans le studio avec Annie Granger qui m'a aidé. Puis je ne vais jamais pouvoir la remercier autant. Puis avec mon père qui a fait la narration de la première partie. Nice. Yes. Toi, Maëva, t'as fait ça seul, mais avec ton copain clairement qui est devenu un deuxième guide, là? Oui, il volait quasiment la vedette. Parce que j'ai dû dire « t'arrêtes, là, c'est pas sur toi ». Mais oui, autrement, tout ce qui était technique, là, c'était en solo. Toi, Agathe, de refaire l'histoire de ton chez-toi... J'étais toute seule pour la faire. Puis, honnêtement, c'est vraiment pas mon préféré, là. Je pense que c'est mon moins préféré des trois. Parce que c'est le premier que j'ai fait, puis je savais pas trop où est-ce que je m'en allais avec ça. Fait que ça a été un gros stress, même si c'était chez moi. Oui, c'est ça que j'allais dire. Des fois, de commencer en terre connue. Je pense que le seul positif, c'est justement que c'était chez moi, puis j'avais pas à me déplacer trop loin. Fait que c'était des lieux que je connaissais, j'avais pas besoin d'utiliser mon GPS. Mais j'ai préféré la culture, mais ça a quand même été le fun de redécouvrir un peu l'histoire que je connaissais déjà, mais comme plus approfondie. Ça a été un plaisir d'échanger avec vous. Vous êtes, ma foi, 3 jeunes réalisateurs et réalisatrices super motivés. C'est super motivant d'échanger avec vous. Yes. Puis la prochaine fois qu'on va se revoir, c'est en finale. Je vous souhaite le chèque. À bientôt, puis bonne chance, la gang. Merci. Merci d'avoir été là. Si vous avez manqué des épisodes, ils sont en rattrapage sur le site de tvbl.ca. À la semaine prochaine.